il n'y a pas beaucoup de grosses licences auxquelles j'accroche. Sérieusement, quand un jeu commence à dépasser la dizaine de jeux, j'ai tendance à très vite décrocher au profit de plus courtes. D'ailleurs, dans les courtes dont je suis resté très fan, je peux mentionner la saga Batman Arkham, voire même les BioShock, dont j'estime que le temps n'est pas encore révolu. Et pourtant, en longue saga, il existe 2 ou 3 exceptions, voire même plus, mais on va dire que pour le moment, j'y ai pas vraiment réfléchi. Et dans ces licences, je peux mentionner par exemple Kingdom Hearts, que je ne présente plus sur la chaîne YouTube, et la saga des Tomb Raider, avec laquelle j'ai évolué et grandi au fil des années. Et enfin, une dernière, dont je trouve qu'elle est monumentale par le fait qu'elle a réussi à se renouveler au fil des années et à garder ses fans en devenant un incontournable du jeu vidéo. Enfin, pas vraiment de surprise, tu l'as vu dans le titre, nous allons parler de The Legend of Zelda. Et alors, autre chose dont tu ne seras pas surpris, tu as sûrement dû voir le petit 01, car en effet, je vais faire ça en plusieurs épisodes, et quitte à finir sur le titre, tu as sûrement dû voir la petite parenthèse avec le featuring Pixie Games. Du coup, je le laisse se présenter avant de continuer mon charabia habituel. Merci beaucoup Benjamin et je te remercie vraiment pour cette invitation sur ta chaîne qui me fait extrêmement plaisir. Donc bonjour à tous, moi c'est Pix de la chaîne Pix & Game. Donc sur ma chaîne vous allez vraiment pouvoir retrouver ma passion et mon univers vidéoludique à travers différents formats de vidéos, notamment des let's play, des tests, des vidéos sur l'histoire du jeu vidéo, ses créateurs, ses compositeurs car ma grande passion c'est les OST de jeux vidéo et également de temps en temps des lives. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne si vraiment vous voulez découvrir mon univers et vraiment le but de cette chaîne c'est de vous faire découvrir les différents jeux qui ont marqué ma vie de gamer et également ceux qui vont la marquer avec vous. Mais assez parlé, je laisse la parole à Benjamin. Ça va? C'est bon? T'as suivi? Parce que concrètement on voit pas du tout, donc j'espère que t'as écouté. Alors, pourquoi une première partie? Eh bien parce que la saga The Legend of Zelda se sépare en 3 timelines bien distinctes, et parler des 3 serait excessivement long pour une vidéo. Du coup, pourquoi je sépare? Bah premièrement pour les vues, hein, bien sûr, c'est logique, et aussi pour pouvoir aborder chacun des jeux sans pour autant les rusher. Alors oui, concrètement, cette première vidéo va être très longue, car on va s'attaquer à la timeline avant la séparation avec la fin d'Ocarina of Time, et d'une des premières timelines. C'est pourquoi je ne suis pas tout seul pour cette vidéo. Autant le dire, ouais, on va avoir du boulot. Du coup, sans plus attendre, c'est parti. Et oui, l'avantage de commencer par la chronologie qui parle de la victoire de Ganon nous permet de nous attaquer directement au nerf de la guerre. Je parle bien sûr du premier épisode, The Legend of Zelda, sorti en 1987 sur NES chez nous, en Europe. Dans cet épisode, nous sommes dans la merde. En effet, Ganon a conquéri le royaume d'Hyrule, et pour faire face à l'adversité, va partir en quête de la Sainte Triforce et s'emparer d'un premier fragment. Du coup, Zelda, je parle bien sûr de la princesse et non pas de la légende, va diviser en 8 morceaux le deuxième fragment recherché par notre démon et les cacher dans 8 donjons répartis dans le royaume d'Hyrule. Notre chère princesse va ensuite missionner sa nourrice Impa pour retrouver un valeureux guerrier qui sera capable de retrouver les 8 morceaux et être digne de la Sainte Triforce. Et devinez sur qui elle va tomber? Eh ben oui, c'est nous, Link, Benjamin, Pix, Bernard ou encore Zelda si jamais vous êtes assez abruti pour l'appeler comme ça. Muni de votre épée volée à un vieux dans une caverne, libre dans un Hyrule plein de dangers à la recherche des 8 fragments cachés de la Triforce. Le jeu est en 2D dans une vue de haut où vous pouvez vous balader dans le royaume d'Hyrule en passant d'écran en écran. Vous avez de base votre épée assignée à un des boutons de la manette et le deuxième bouton servira à équiper les différents objets que vous allez récolter au fur et à mesure de votre aventure pour gagner en puissance et être capable de pouvoir vaincre le vil Ganon. Et bien que tout le monde connaisse aujourd'hui le système de jeu de la licence, enfin j'espère bien, je ne peux m'empêcher de ne rien vous dévoiler de plus afin que vous ayez la curiosité d'aller fouiner un petit peu et de découvrir ce premier épisode de la saga. Le jeu est très bien reçu, restant pendant un moment le jeu le plus vendu de la NES en Europe. Les critiques sont élogieuses, les joueurs s'arrachent le titre, ce qui pousse Nintendo à revenir très rapidement sur la licence pour nous sortir un deuxième épisode. Premier jeu de la licence, The Legend of Zelda se place après la distorsion du temps et rejoint la 8e place de la chronologie. Il ne faudra attendre qu'un an, et même moins, pour que la légende revienne sur le devant de la scène. Et ce sera donc en septembre 1988, et toujours sur la NES, que nous retrouvons le même Link que le jeu précédent qui, cette fois, va devoir réveiller la première princesse Zelda,
en retrouvant les deux autres fragments de la Triforce. Première princesse, oui, car si toutes les princesses d'Hyrule portent le nom de Zelda, c'est à cause de celle qui dort actuellement, maudite par un magicien avide de pouvoir, recherchant, lui aussi, des centaines d'années avant, le pouvoir de la Triforce. Et là, en vrai, je viens de vous faire un putain de résumé du jeu, j'en suis plutôt fier. Le jeu reste toujours un open world dans le vaste monde de Hyrule, à l'exception que les phases de donjons, d'exploration, de combat et de visite de village se feront en 2D, transformant le jeu en action plateforme. Link utilisera toujours son épée. Ceci étant, une barre de mana sera disponible pour lancer des sorts. Ne pas bouger bloque les attaques ennemies grâce au bouclier. Et, plateforme oblige, notre héros peut sauter, ajoutant une nouvelle dynamique au titre de Nintendo. Mieux encore que Zelda 1, The Adventure of Link ne fait que recevoir des éloges de la presse spécialisée. Excellent univers, meilleur jeu de plateforme, approfondissement du premier jeu, bref, une pépite qui se vendra à plus de 4,4 millions d'exemplaires dans le monde entier. Suite directe de The Legend of Zelda, ce deuxième jeu gagne la 9ème et dernière place de la timeline où Ganon gagne. La première console de Nintendo commence à rendre doucement l'âme et il est temps d'aller de l'avant et de présenter une nouvelle ère du jeu vidéo. Les 16 bits sont là, Nintendo contre Sega. Qui sera le plus fort entre Mario et Sonic? Eh ben clairement, on s'en fout complet. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de parler d'un jeu Zelda qui se sera fait attendre pendant 3 ans et qui arrivera en grande pompe sur la Super Nintendo. Je parle bien entendu de The Legend of Zelda A Link to the Past, qui est d'ailleurs à mes yeux l'un des meilleurs Zelda 2D. Sorti en 1992 en Europe, le jeu nous plonge dans un Hyrule qui ne va pas forcément très bien. Pour changer, un Hyrule plus médiéval et bien plus vivant que sur les 2 précédents épisodes. Réveillé par un appel à l'aide de la princesse, Link s'empresse de partir en direction du château pour la sauver. Et surtout par la même occasion, voler le cadavre de son oncle parti plus tôt pour s'armer. Une fois sauvée, notre chère princesse Zelda nous annonce que nous sommes le seul à pouvoir récupérer Excalibur et sauver les 7 sages pour protéger le royaume d'Hyrule de la femme Ganon. Et ouais, c'est l'un des épisodes les plus complets de la saga et moi je vous résume ça en genre 2 phrases. En même temps, dans Link to the Past, la narration se fait à travers votre avancement dans le jeu et non pas juste sur un simple manuscrit ou la notice du jeu. Ce qui me laisse le plaisir de vous inviter à découvrir ce jeu si ce n'est pas déjà fait et de partir dans cette aventure épique sur Super Nintendo. D'ailleurs, il faut savoir que le titre est à peu près disponible sur toutes les plateformes de Nintendo. Graphiquement, le jeu est juste magnifique. Les différents paysages sont bien plus détaillés que sur les précédents épisodes. Les animations de Link et des personnages sont juste au top. Les donjons sont très réussis avec un level design qui force le respect. Le tout accompagné par des musiques de Koji Kondo des plus réussies. Et c'est vrai que techniquement parlant, je pourrais vous en parler pendant des heures tellement il y a des choses à raconter sur ce jeu et sur ce qu'il a apporté à la licence. Open World oblige, nous voilà à déambuler dans 2 mondes bien distincts. Le premier, Hyrule, avec ses vastes plaines, ses montagnes, ses grottes, son village cocorico, ses soldats qui sont un peu cons sur les bords et surtout les poules tueuses et ne vous avisez jamais d'en attaquer une. Et on a beau savoir que le monde est menacé par Ganon, eh ben on prend quand même du plaisir à perdre son temps, à se balader, à chercher le moindre petit secret dans cette carte qui est vraiment juste magnifique et vraiment bien diversifiée. Et de l'autre côté, vous avez le monde des ténèbres. Et là, il s'agit tout simplement du royaume d'Hyrule en beaucoup plus sombre, beaucoup plus dangereux. Et voilà, c'est tout. Et c'est sans surprise que le jeu est un véritable triomphe pour Nintendo, flattant la liberté de mouvement, l'univers et tout ce qu'on a cité auparavant dans cette vidéo. Le jeu était tellement attendu chez nous que certains critiques se sont procuré le jeu au Japon, histoire de se donner un avant-goût. Et au final, une seule chose est ressortie, le jeu est tout bonnement incroyable. À tel point que le jeu va se vendre à plus de 4,7 millions d'exemplaires dans le monde, devenant l'un des Zelda les plus emblématiques de la saga. Premier jeu subissant les dégâts temporels d'Ocarina of Time, le jeu se place à la 5e position de la chronologie, soit la première place de la timeline après la victoire de Ganon. Et A Link to the Past sera le seul et unique épisode de la Super Nintendo. Après, mon dieu, quel épisode! En effet, pour pouvoir continuer à nous aventurer dans le déclin d'Hyrule et sa timeline, nous allons devoir cette fois partir sur la première console portable de Nintendo,
à savoir la Game Boy. Je parle bien sûr de The Legend of Zelda Link's Awakening. Et pour le bien de cette vidéo, et malgré le fait que j'adore la version Game Boy, je vais mettre des images de son remake histoire de faire chier les puristes et de justifier le HD de cette vidéo. Sorti initialement en décembre 93, le jeu est donc sur Game Boy, mais il existe une refonte pour la Game Boy Color, ajoutant un donjon directement lié à la couleur. Dans cet opus, nous retrouvons un Link parti en mer, dans l'espoir de compléter une quête dont on ne connaît pas les aboutissants. Une tempête plus tard, le voilà alors sans bateau et se réveille dans une maison qu'il ne connaît pas. Mes amis, nous voilà pour une fois bien loin de Hyrule et même de la princesse Zelda. Bienvenue sur l'île de Cocolint où sommeille le poisson rêve, seul être capable de nous faire partir de celle-ci. Pour ce faire, Link va alors devoir réunir les 8 instruments de musique dispersés partout sur l'île et réveiller le bestiau. Alors, hormis la version de 2019, il faut savoir que la team qui a bossé sur ce nouveau volet est en fait la même que celle de A Link to the Past. Du coup, à part une qualité graphique un peu réduite et des touches en moins, le jeu a le même type de gameplay que le jeu sur Super Nintendo. Grosse surprise, le jeu est un très gros succès critique. Ce sera le scénario, la fluidité et les graphismes qui seront pas mal au centre de l'attention, permettant au titre de se vendre à pas moins de 4 millions d'exemplaires, permettant aussi de booster les ventes de la Game Boy. Suite directe de A Link to the Past, Link's Awakening gagne la 7ème place de la timeline. Et c'est en suivant tout simplement les sorties de jeu qu'on se rend compte qu'on va enfin s'attaquer à l'une des grosses pierres de la licence Zelda. Et oui, on vous parle depuis le début des impacts de la fin d'Ocarina of Time sur le reste de la saga. Mais au final, qu'est-ce donc que cette Ocarina of Time ? Épisode sorti sur la console qui succède la Super Nintendo. Ce sera en 1998 que le jeu arrivera chez nous sur Nintendo 64. Sachez que comme pour Link's Awakening, le jeu a connu une refonte graphique sur Nintendo 3DS. Dans ce jeu, nous allons encore et toujours incarner Link, un enfant perdu vivant dans le village Kokiri. Après un rêve étrange voyant la princesse Zelda se faire pourchasser par le vil Ganondorf, qui n'est autre que la version humaine de Ganon, notre cher Link part à sa rencontre pour la sauver. Et c'est après cette rencontre que notre chère princesse va nous missionner de retrouver les 3 pierres ancestrales qui nous permettront d'ouvrir la porte du temple du temps afin de récupérer l'épée de légende, seule arme capable de terrasser le mal. Et bien que le jeu garde la formule des Zelda traditionnels, c'est-à-dire exploration, donjon, nouvel objet, boss et rebelote, le jeu se permet d'être plus grand, plus beau, plus complet, à tel point qu'il va devenir l'un des jeux les plus populaires de tous les temps, notamment grâce à ses graphismes 3D. Et ici, ça y est, il est temps pour la saga d'évoluer. Les combats sont dynamiques avec un système de lock juste révolutionnaire pour l'époque. Les objets sont utilisables dans beaucoup plus de sens, ce qui permet beaucoup plus d'interaction dans le jeu. Et surtout, le pouvoir de l'Ocarina, qui en plus est un élément clé, va devenir un véritable emblème du jeu, voire même de toute la saga. Et comme depuis le début de la vidéo à nouveau, le jeu est un terrible succès aussi bien critique que commercial. Saluant le gameplay, le scénario et surtout la technique, le jeu ne passera clairement pas inaperçu, recevant même pour beaucoup la meilleure note jamais obtenue pour un jeu vidéo. Récoltant le meilleur total reçu encore à ce jour sur Metacritic, 99%, qui toujours à ce jour reste la meilleure note sur le site. Et ce jeu a un véritable impact sur la timeline, car c'est vraiment sur la fin de ce jeu que le reste de la licence repose. Il en va de soi qu'il n'y a aucune surprise de ce fait et sa place dans la timeline en le classant directement à la 4e position de la chronologie. L'avantage de commencer par cette timeline, c'est que je peux me débarrasser très rapidement de ces 2 jeux. Pas que je les aime pas, mais on va dire que c'est un peu plus compliqué et un peu plus fouillé de parler de ceux-ci. Nous allons donc maintenant parler de 2 titres sortis en même temps, racontant le même genre d'histoire dans 2 univers pourtant bien distincts, The Legend of Zelda, Oracle of Age et Oracle of Season. Ces 2 opus sont sortis ensemble en octobre 2001 sur la Game Boy Color. Et non, pas de version Nintendo Switch cette fois. Et à nouveau, quel que soit l'opus, nous allons avec Link commencer en entrant dans le temple de la Triforce. C'est en avançant vers la Sainte Relique qu'une voix s'élève et l'interpelle. S'ensuit un tourbillon qui aspire notre héros vers 2 univers. Dans Season, nous arrivons dans le royaume d'Holodrum, et nous serons recueillis par Din, une danseuse et ennemie numéro 1 dans ce royaume, recherchée par Onox, général des ténèbres, cherchant à récupérer la fille, qui se révèle être l'oracle des saisons.
Oui, parce que le salopard a un peu tout déréglé et toutes les saisons se mélangent à n'importe quel moment. Notre but va alors d'être de l'escorter jusqu'au royaume d'Hyrule pour la sauver. Dans l'autre univers, nous arrivons à Labrina, où dans cette aventure, nous allons devoir arrêter Veran, une méchante sorcière voulant modifier le temps pour en faire l'âge des ténèbres, via les pouvoirs d'une belle chanteuse, Nairu, aka l'oracle des âges. S'ensuit alors une aventure dans un royaume où ce ne sont pas les saisons qui changent, mais les événements liés entre le passé et le présent. En termes de graphisme et de gameplay, les deux jeux ressemblent très fortement à Link's Awakening, la version Game Boy, pas la version Switch. Link combat avec son épée et via les deux touches de la console, on peut s'équiper d'objets pour avancer. Les vraies nouveautés se feront justement via ces objets. Les deux jeux sont bien reçus par la presse critique, que ce soit pour son gameplay et les tentatives de faire de belles musiques sur Game Boy, je charrie. Ce faisant, les deux jeux s'écouleront à plus de 4 millions d'exemplaires. Suite directe de A Link to the Past dans le déclin de Hyrule, les deux épisodes Oracle gagnent donc la 6ème place de cette chronologie. Il est maintenant temps de parler de l'avant Ocarina of Time. En effet, bien que la chronologie ne prenne jamais vraiment en compte la totalité de l'univers d'un jeu pour pouvoir les replacer dans l'ordre, il va donc falloir parler de l'ère du héros du temps. En effet, bien avant la séparation, Hyrule était un monde en constante évolution. Même s'il était toujours lié à la princesse Zelda et notre héros Link, il faut savoir que Ganon n'était pas encore de ce monde. Bien au contraire, le monde venait de se créer pour un certain jeu et malgré quelques péripéties, tout allait pour le mieux. Et dans cet avant-univers, il y a 3 jeux, dont le premier qui n'est autre que The Legend of Zelda Force World. Sorti en mars 2003 sur Game Boy Advance, le titre nous met dans la peau de Link qui devra combattre Vaati, un vil sorcier déjà battu auparavant par un autre Link de la timeline. Sauf qu'ici, la spécificité de ce titre, c'est qu'il vous faudra l'épée de 4, clonant votre personnage en 4 personnages pour pouvoir partir à l'aventure. Le jeu s'inspire fortement de Link to the Past, notamment dans ses mécaniques d'avancement, ses différents donjons, ses boss, ses objets, sauf qu'ici, notre cher Link est divisé en 4, et que chaque Link va pouvoir être utilisé pour activer certains mécanismes ou utiliser certains objets à différents endroits. Ce qui le diffère réellement de Link to the Past, c'est l'open world qui a été remplacé par un système de niveaux à parcourir. Le jeu est joli, sympa à faire, et surtout avec un mode multijoueur qui décuple l'intérêt du jeu. The Legend of Zelda Force World va recevoir de bonnes critiques au point qu'il va être remasterisé sur Nintendo GameCube dans The Legend of Zelda Force World Adventure. Dernier épisode de la timeline principale, Force World se classe à la 3ème place de la chronologie. S'il y a bien un méchant qu'il faut mentionner avant l'apparition de Ganon, c'est bien Vaati. S'il est déjà présent dans les épisodes Force World, ce sera à The Legend of Zelda Minish Cap de nous donner son passé. Sorti en novembre 2004 sur Game Boy Advance, Minish Cap nous narre les aventures de Link cherchant à libérer la princesse Zelda, dont il est l'ami d'enfance dans cet épisode, de sa transformation en pierre due à Vaati lors de la fête des Minish. Les Minish sont un peuple miniature dont nous pouvons avoir des appels tous les 100 ans. Ils sont les forgerons de l'épée sacrée retenant les ténèbres de ce monde. Pendant cette aventure, Link rencontrera aussi Excello, chapeau vivant qui suivra notre Ilien tout le long de cette épopée, lui permettant de rétrécir pour rencontrer les Minish en question. Nous devons les graphismes à Force World et le gameplay à A Link to the Past. La formule Zelda est à nouveau de mise et elle fonctionne toujours aussi bien. Les musiques sont enchanteresses, les décors sont incroyables et l'aventure ne s'arrête jamais vraiment. Comme à l'accoutumée, Minish Cap est un petit succès dans le monde entier, acclamé encore et toujours pour les points qui font le charme de la série. Graphisme, ambiance, musique et gameplay. Petit bémol quand même, la durée de vie et la facilité du titre, ce qui n'empêchera pas celui-ci de se vendre à plus de 1,4 million d'exemplaires. La plus basse des ventes actuelles d'un jeu The Legend of Zelda. Premier épisode de la trilogie de l'épée des 4 et deuxième de la tradition divine, vous venez donc de deviner où se place l'avant-dernier jeu de la série. Pendant longtemps, ce sont les fans de la saga qui créèrent la fameuse timeline de la légende. Et c'est peu de temps avant la sortie du jeu dont on va parler que Nintendo va confirmer l'existence de cette fameuse timeline et nous donnera en prime le premier jeu de celle-ci, la base de tous les jeux The Legend of Zelda, le très controversé Skyward Sword. C'est après une grande attente et un très long moment sans Zelda de salon que cet épisode arrive sur la Wii chez nous en novembre 2011. Dans cet opus, nous allons vivre une véritable aventure en hauteur, dans le ciel. En effet, il y a fort longtemps, la déesse éleva une partie des terres d'Hyrule afin de protéger les humains des ténèbres. Et ici, nous incarnons encore et toujours notre très cher Link,
qui vit dans l'une des plus grandes villes dans les airs nommée Célesbourg, où il est ami avec Zelda, un peu comme dans Minish Cap. Et après une cérémonie visant à continuer ses études de dompteur de célestriers, des sortes de gros pigeons géants pour ceux qui ne les connaissent pas, Zelda va se retrouver emporté par une tornade dans les airs et va tomber dans le monde sous les nuages. Et forcément Link va prendre son courage à deux mains et sauter pour aller la sauver. C'est fou comme ça change des autres Zelda. Et il va tomber sur la Skyward Sword, une épée qui est habitée par Faye, un personnage qui rivalise avec la fée Navi en termes de chiantise absolue. Et donc notre héros va découvrir un monde sous les nuages, sauvage et hostile, où il va devoir sauver notre cher Zelda. Et pour faire court, c'est tout simplement un Zelda comme les autres dans sa construction, bien que le gameplay évolue grâce à la Wiimote et surtout le Motion Plus, lançant le jeu dans le motion gaming d'un calibre de qualité, n'est-ce pas? Ah, ça me fait penser à la présentation de Miyamoto à l'E3, quelle réussite. Le jeu va cependant garder l'esprit de la licence Zelda, exploration, donjons, objets, boss et rebelote. Alors qu'à la base, Nintendo avait vraiment l'intention de changer les codes de la série pour cet épisode. Mais au final, on se retrouve avec un gameplay qui est simple, efficace, mais qui commence à s'essouffler. Enfin, tout du moins pour les joueurs, n'empêchant pas les critiques, éprouvant encore et toujours le titre de culte pour la licence Zelda. Le jeu se vendra à plus de 4,1 millions d'exemplaires dans le monde. Et oui, ce n'est pas fou quand on compare ça à d'autres titres de la légende, notamment Twilight Princess sorti auparavant sur Wii. Premier jeu de la licence, tout du moins dans la timeline, The Legend of Zelda Skyward Sword réussit à lancer et à rendre cohérent l'univers de la licence. Et Breath of the Wild, le meilleur jeu de la licence. On y viendra une autre fois, parce que comme tu t'en doutes Michel, Breath of the Wild est un cas plutôt particulier. Un cas particulier certes, mais pas hors série non plus. Et voilà qui clôture cette première partie de la chronologie de The Legend of Zelda. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu et je remercie fortement Pixie d'avoir participé à cette petite aventure. Le lien de sa chaîne YouTube est en description, en petite fiche, elle apparaîtra à la fin de cette vidéo. Du coup, maintenant de suite, parce que généralement à la fin vous vous en battez les couilles, allez vous abonner. S'il vous plaît. Quant à moi, je n'insiste pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à tous d'être restés jusqu'ici, portez-vous bien, ciao.